Buenas tardes y bienvenidos en la Speak Zone del Tech Campus 2020 online. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que son las industrias culturales y creativas como un sector prometedor para África. Hoy, el panel de hoy se hará en francés, así que les deseo de poder disfrutarlo. Alors, bonsoir à tous et bienvenue sur la Speak Zone de Tech Campus 2020 online. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant et un sujet d'actualité qui sont les industries culturelles et créatives comme secteur prometteur en Afrique. Donc, pour commencer, je voudrais vous présenter les personnes que nous avons ici en plateau. Donc, nous avons pour une part Monica Nchamandong, qui est directrice générale du développement et promotion touristique au ministère de la Culture, du Tourisme et de la promotion artisanale. Voilà. Bonjour Monica. Bonjour, bonjour à tous. Oui. Alors nous avons aussi avec nous Mohamed Zoglami, qui est consultant et cofondateur de AfriCup et Africa in Color, qui est directement connecté avec nous de la Tunisie, si je ne me trompe pas. Salut Mohamed. Bonjour à tous et merci de m'accueillir dans ce pays fabuleux, même de manière virtuelle. Tu es le bien, tu seras toujours le bienvenu ici à Malabo, Mohamed. Alors nous avons aussi Jean-Philippe Odoli, qui est violoniste virtuose, fondateur de Wow Music. Et dans la conversation qu'on a eue tout à l'heure, j'ai appris qu'il a joué dans 42 pays d'Afrique. N'est-ce pas Jean-Philippe? Entre autres. Merci de m'accueillir. D'accord. À distance. Et pour finir, nous avons aussi sur le plateau, nous avons l'honneur d'avoir Habib Mbaye, qui est directeur général de Madoki et ex-directeur de ULive, Universal Music Africa. Salut Habib, et il nous rejoint du Sénégal. Jean-Philippe était en Côte d'Ivoire, si je ne me trompe pas. Absolument. Exactement, enchanté. Bonjour et merci de cette invitation. D'accord. Donc, le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, ce sont les industries culturelles et créatives comme secteur prometteur en Afrique. Donc, je vais vous donner une brève introduction au sujet. Qu'est-ce que c'est que les industries culturelles et créatives? Réellement, basiquement, pour résumer, parce que je pense que nos invités sauront mieux le décrire que moi, les industries culturelles et créatives sont les secteurs d'activité qui ont pour objet la création, le développement, la diffusion, la promotion, la commercialisation de biens et de services et des contenus qui ont un côté culturel, artistique et patrimonial. Je pense que vous serez tous d'accord avec moi. Alors, on va aller à la première question. La première question que j'ai pour nos invités. Nous aimerions savoir, au fait, comment vous définissez, vous, les industries culturelles et créatives, et nous aimerions savoir quelle est votre implication personnelle dans cette industrie, dans votre vie. Alors, on va commencer, honneur aux dames. Monica, est-ce que tu peux... Pardon. On va commencer avec Mohamed, s'il vous plaît. Mohamed. Ok, pas de problème. Merci pour tout. Écoute, Oscar, moi, je voulais compléter un peu ce que tu viens de dire et je voulais rajouter une chose. Je veux dire qu'il est très important aujourd'hui de savoir que la culture, la créativité, l'innovation sont des facteurs qui sont reconnus et qui sont des facteurs de développement socio-économique. Et les industries culturelles et créatives se caractérisent par une approche duale. Pourquoi? Parce qu'elles sont à la fois économiques, car elles contribuent au développement en stimulant l'emploi, la croissance économique, la création de richesses, et à la fois elles sont culturelles parce qu'il y a une intégration sociale et culturelle dans la société, dans le fait qu'elles participent à la promotion des valeurs, des identités culturelles, ainsi qu'à l'élaboration du patrimoine. C'est pour ça que je pense que nous avons aujourd'hui la responsable du ministère de la Culture et du Patrimoine, de l'Artisanat, donc de Guinée. Donc c'est très très important. Ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, dans l'approche post-Covid, l'histoire nous enseigne que les périodes de crise sont souvent précédées de périodes de forte croissance économique et de progrès social.
Or, il s'avère que avec l'avènement d'une nouvelle réflexion sur l'après-Covid, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, la nouvelle économie qui est en train d'émerger et qui était déjà apparue, qui était déjà plus ou moins en éveil, c'est l'économie de la connaissance. Et cette économie de la connaissance, le numérique va la transformer, va la bouleverser profondément et durablement. Et on a eu la révolution industrielle, et là, on va avoir cette révolution qui est liée sur la connaissance. Pourquoi? Parce que la connaissance, la créativité, l'innovation sont des sources aujourd'hui décisives dans l'avantage compétitif et moteur de croissance de l'économie. Et ça, c'est très très important que nous l'ayons en tête. C'est que les industries créatives ont une approche transversale qui est très très importante, et notamment la branche qui me concerne moins, puisque moi je travaille beaucoup sur la partie industrie créative digitale. Je précise bien digitale. Comme tu l'as précisé toi, le secteur des industries créatives, il est très large. Il englobe l'art des spectacles, la musique, l'art visuel, tout ce qui est vidéo, télévision. Mais moi, je travaille sur la partie digitale qui est transversale à tous ces secteurs. Et cette partie transversale, c'est ce qu'on appelle la 3D, la réalité virtuelle, le jeu vidéo, l'animation, le design architectural, le mapping. C'est là que va se faire la différence dans les années, dans les mois qui viennent. Merci beaucoup, Mohamed, pour cette définition assez complète. Donc, on entend que vraiment que les industries culturelles et créatives, c'est vraiment ça englobe vraiment un grand éventail d'activités ou de secteurs d'activités, dont le jeu vidéo, donc ce que tu nous as dit, la 3D, la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Est-ce qu'on pourrait avoir ton avis, Jean-Philippe, s'il te plaît, au sujet de ta définition des industries culturelles et créatives et savoir un peu ce que tu fais dans ce domaine. Ok, je ne veux pas être redondant par rapport à ce que vient de dire Mohamed, mais c'est vrai qu'on est de toute façon évidemment tous d'accord. Hein. Je pense qu'il faut plonger dedans, il faut se rendre compte à quel point il y a une puissance à la fois économique, à la fois évidemment culturelle, mais aussi de fierté remarquable à partir d'un continent comme l'Afrique, de se rendre compte que si vous prenez les musiques populaires dans le monde entier, plus de 90% des musiques populaires ont une origine africaine. Elles créent 21 milliards de dollars par an, pour à peu près moins de 0,1% en Afrique. Vous voyez bien que l'Afrique ne s'est pas structurée autour d'une économie, encore, mais a des millions de talents qui sont peut-être organisés, et il faut créer quelque chose. Donc, en fait, moi, je me suis penché vers cela. Pourquoi? Parce que j'ai joué dans le monde entier. Hein. J'ai fait 30 albums, j'ai fait le tour du monde, j'ai fait pratiquement partout dans le monde. Hein. Il y a assez peu de pays dans lesquels j'ai pas joué. Mais je me suis penché vers l'Afrique il y a à peu près plus de 20 ans. J'ai commencé à venir, à y jouer, à improviser, à monter des groupes, à faire des disques sur place, et à me rendre compte que quand on voulait, à partir d'une idée qui était étrangère, qui était par exemple la mienne, qui est arrivée en Afrique, je trouvais tous les talents pour faire pratiquement simultanément une création tout à fait extraordinaire. En fait, il y a une potentialité de créativité dans ce continent qui est hallucinante et qui n'a rien à voir avec ce que j'ai pu trouver sur les autres continents. Dans mon expérience aussi, j'ai beaucoup travaillé sur les modèles, et le modèle de la culture, de ce dont on parle ce soir, hein, la culture, c'est le modèle occidental qui est prédominant partout. Il va dans le mur, il ne marche pas du tout. Moi, je pourrais vous dire pourquoi, mais au bout d'un moment, je me suis dit, il y a un continent qui peut-être n'est pas encore structuré. Si moi, je peux participer avec tous ceux qui sont là-bas à inventer un nouveau modèle qui est plus redistributif, il y a plus une équité, qui a une intelligence, où on met l'artiste au cœur, à ce moment-là, vraiment, ça me passionnerait de le faire. Et donc, c'est vraiment dans cet esprit-là que je suis venu ici, en disant, voilà, je veux lancer 2 projets, je les dis très rapidement, vous allez voir complètement dingues, ambitieux, ridicule pour certains, puis de moins en moins ridicule parce qu'en fait, il commence à devenir réel. L'idée, c'est le premier projet, il est physique. Pour moi, physique et digital sont totalement liés en ce moment.
Et de plus en plus, mais ça fait 15 ans qu'on y pense, qu'on le pense, mais disons qu'aujourd'hui, non, ça fait sens pour tous. C'est-à-dire que l'idée, c'est de faire une cité de la musique qui n'existe pas dans le reste du monde. Qu'est-ce que c'est? C'est de réunir tous les métiers de la musique. La création, diffusion, production, communication, édition, distribution en un seul lieu. À ce moment-là, vous pouvez arriver, et 40% de moins cher que partout dans le monde, vous allez pouvoir, sur un même lieu, faire absolument toute la chaîne et pas passer votre temps à chercher le réseau avec la bonne personne et vous faire rencontrer l'autre bonne personne. Vous allez passer, vous époumoner et vous ne ferez plus rien de créatif. Un endroit tout à fait concentré. Bon, le lieu, je laisse, c'est un lieu de 15 hectares dans Abidjan, dans une capitale de 6 millions de personnes, c'est pas mal, et un lieu absolument dingue. Voilà, les travaux vont commencer d'ici 6 mois, on a 2 ans et demi d'études, 5 ans pour convaincre le gouvernement de lâcher ce terrain de 15 hectares dans cette capitale. Ça vaut beaucoup d'argent, ils l'ont lâché, vraiment fatigué par le fait que je sois temps aller les voir. Donc c'est possible. Et j'ai passé mon temps aussi à expliquer, je pense que ce sera le sujet de ce soir, que c'est très très peu d'investissement pour un énorme retour, énorme. Donc c'est pas l'économie qui crée la culture, c'est le contraire. Et le deuxième projet, c'est la même chose mais sur le digital. Ça s'appelle non pas MAM comme le premier, MAM Maison des musiques d'Afrique, mais ça s'appelle Wow, je mets les M à l'envers. On a retourné le M, c'est ça. Et on a le temps de s'amuser, nous. Hein. Donc, ça s'appelle Wow. Ça, c'est de la créativité. Bon. Et du coup, Wow, qu'est-ce que c'est? C'est créer une application digitale qui est complètement avec un nouveau modèle, mais totalement pensé pour l'Afrique, et qui a lancé maintenant. Donc, on a convaincu tous les grands partenaires de lâcher, de changer, de penser différemment. C'était très long, hein. On a signé avec Universal, on a signé avec Believe, on est en train de signer avec Sony, avec Dior aux États-Unis, on a signé avec Orange, qui est notre partenaire principal ici pour la distribution, et qui fait qu'on arrive à un modèle qui est moins cher que YouTube, moins cher que YouTube, et qui pourtant rémunère beaucoup plus les artistes. Alors je pourrais vous expliquer ça après, ça va, je pense, intéresser du monde. C'est un modèle complètement nouveau, mais ça fait que le piratage et même YouTube devient plus cher que nous. Waouh. Bon, donc c'est vraiment le cas de dire waouh, n'est-ce pas? Non, mais c'est juste de dire qu'à partir de l'Afrique, on peut lancer des modèles qui sont totalement incroyables. Parce que c'est possible, parce qu'on peut vous écouter, puisqu'il n'y en a pas d'autres véritablement encore structurés. Il n'y a pas de modèle vraiment économique qui a fait complètement ses preuves. Et puis, il y a une demande, il y a un marché, il y a des façons de consommer, il y a des modèles de consommation et des modèles pour payer qui sont complètement autres que l'Occident. Vous êtes très en avance en Afrique sur beaucoup de points. Donc quand on conjugue tout ça, on peut créer quelque chose de tout à fait nouveau. Excusez-moi, j'ai fait très long. Voilà, je m'arrête, sinon je ne peux pas m'arrêter, moi. Non, mais en tout cas, non, c'est vraiment super intéressant. Et justement, comme tu es en train de parler de Wow Music, donc j'entendais dans la régie qui me disait, bon, est-ce qu'on peut lancer une vidéo de Wow Music juste pour que les gens puissent voir un petit peu de ce que... Les petits films peut-être, ça explique bien le modèle. Donc on va voir une petite vidéo de ce que c'est que Wow Music pour que les gens puissent se faire une idée, parce que c'est vrai que rien qu'à l'entendre, oui, ma réaction, je pense, et ça a été naturel, hein, ça n'a pas été préparé, ça a été wow. Donc on va voir un peu la vidéo de Wow. Dans toutes mes négociations, je vous laisse écouter. Alors il n'y a peut-être pas le son. Retrouve 11 millions de titres internationaux, dont 1 million de musique afro sur ton téléphone à partir de 5 francs seulement la chanson. Et si tu souscris avec Orange, tu peux écouter ta musique sans toucher à ta data. Wow Music, le son qui te... Avec Wow Music, tu peux écouter des millions de titres à 5 francs seulement la chanson. Wow! Wow Music, l'appli de streaming musical qui va te laisser bouche bée. Retrouve 11 millions de titres internationaux, dont 1 million de musique afro sur ton téléphone à partir de 5 francs seulement la chanson. Et si tu souscris avec Orange, tu peux écouter ta musique sans toucher à ta data. Wow Music, le son qui te met zone. Télécharge gratuitement l'appli Wow Music sur Play Store et App Store. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Avec Wow Music, tu peux écouter des millions de titres. Oui, c'est wow, donc c'est vraiment wow.
payez, soit vous piratez, soit vous allez sur YouTube, et en fait, c'est la publicité qui paye. Et en fait, de toute façon, à la fin, quoi que vous fassiez, c'est l'opérateur qui gagne. Pourquoi? Parce que vous consommez de la data pour faire tout ça. L'idée, c'était de changer, d'enlever le tuyau de la data qui arrive à Orange, enfin que les flux financiers arrivent à Orange. Non, ils arrivent chez Wow, qui va payer les producteurs et qui va payer les artistes. Et donc, à partir du moment où on arrive à convaincre l'opérateur que donner la data gratuite dans de la musique, dans le monde entier, qu'il faut diminuer le coût du stream pour que ce soit moins cher, vous arrivez en dessous du prix du piratage. Et les gens, quand ils consomment, ils ont 25 titres par jour pour 175 francs CFA, alors qu'aujourd'hui, avec 175 francs, ils peuvent écouter seulement 5 titres en dépensant leur data. Et c'est Orange qui paye, et c'est Orange qui est payé, et les artistes ne sont pas rémunérés. Voilà ce qu'il y a aujourd'hui. Vraiment très intéressant. C'est une découverte pour moi. Je pense que c'est une découverte pour beaucoup de notre audience, de beaucoup de personnes qui sont en train de nous écouter actuellement. La communauté Tech Campus qui est connectée actuellement et à travers le monde entier. Je vais te demander aussi à Habib, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous donner une brève définition de ce que c'est que ce que représentent les ICC pour toi et ton implication justement dans le secteur, dans l'industrie en général? Je vais rebondir sur ce qui a été dit avant, sur lequel j'étais plutôt d'accord. Il y a eu une étude qui a été faite par EY il y a quelques années qui montrait pour la France que les industries culturelles en France contribuaient 7 fois plus au PIB que les industries automobiles, en étant beaucoup moins subventionnées. Donc c'est un peu comme disait Jean-Philippe, la culture, c'est une économie en soi. Et puis après, moi, je prendrais comme exemple, étant du Sénégal, quelqu'un comme un artiste comme Youssou N'Dour. Quand on voit l'impact qu'il a eu, maintenant c'est un capitaine d'industrie. Et l'impact qu'il a eu, que ce soit en rayonnement, en rayonnement diplomatique, mais que ce soit aussi toutes les richesses qu'il a à travers ce qu'il a créé en tant que musicalement, toutes les richesses qu'il a apportées au Sénégal, en termes de rayonnement, mais aussi en termes d'économie, une radio, une télévision, un organe de presse, tous ces concerts, et qui dit concert dit aussi toute une équipe de techniciens, de musiciens, qui sont eux-mêmes aussi, qui finissent par en faire leur profession. Et cette industrie-là, ouais, je pense qu'elle n'est pas encore assez prise au sérieux. Il y a une large marge de progression. Et il y a autre chose aussi, comme tout à l'heure, il était question des industries de la connaissance. Ce qui est génial avec ces industries-là, c'est que contrairement au pétrole ou à un moment le puits Istari, quand on parle de connaissance ou de culture, eh ben c'est infini. C'est infini dans la création, dans les opportunités de création, mais c'est aussi infini dans le partage. Une musique qu'on partage, eh ben, contrairement à un billet de banque, quand c'est une musique, on la partage, on ne perd rien. Et ça fait partie des éléments fabuleux qui font que ouais, la culture en règle générale, et dans mon cas, moi en particulier, parce que je suis producteur de spectacle, ben c'est quelque chose de fabuleux. Dans le symbolique et dans l'économique, l'effectif. Wow, excellent. Et vraiment, oui, j'aimerais rebondir sur cette expression, enfin ce que tu viens de nous dire, qui est vraiment intéressant, que vraiment, oui, la connaissance, c'est vrai que c'est une source intarissable. C'est une excellente comparaison avec le pétrole ou avec d'autres industries, parce que bien sûr, nous ici, bon, en Afrique centrale, à partir de Malabo, on sait un petit peu, si je peux dire, de pétrole. On a eu hier un panel dans la Speak Zone à cette même heure, un débat super intéressant sur la data et le pétrole, les industries si la data est le nouveau pétrole, et aujourd'hui on parle, la connaissance n'est pas le nouveau pétrole, la connaissance en fait c'est le pétrole de toute la vie, parce qu'on parle d'une source intarissable, de quelque chose qui existe depuis la nuit des temps et qui continuera à exister. Et c'est vrai que je pense que cette industrie, nous ne la mettons pas assez en avant par l'importance que réellement elle joue dans nos sociétés. Donc,
Et je vais demander maintenant à Monica, justement, au niveau du ministère, le ministère du tourisme, de la promotion artisanale, je voulais savoir, comment est-ce que vous définissez les ICC et quelle est l'implication, en fait, de ce ministère dans les industries culturelles et créatives? Que je suis la directrice générale de développement et promotion touristique. Je ne suis pas en charge de l'artisanat, il y a une direction qui s'en charge. Mais pour rebondir aussi sur la définition du présentateur, ce sont des secteurs d'activité ayant comme objet principal la création, le développement, etc. Je crois qu'on peut inclure là-dedans le tourisme culturel, en ce qui me concerne en tout cas. Et en rebondissant sur ce qu'a dit Mohamed sur tout ce qui est réalité virtuelle, 3D, etc., ce sont des éléments aussi importants pour le tourisme du futur. Imaginez-vous aujourd'hui maintenant avec tout ce que nous vivons avec le Covid. C'est vraiment des options, c'est des canaux de réflexion qu'il faut prendre pour voir aussi, réfléchir, pourquoi pas, pour le tourisme de demain. Bien sûr. Et justement, c'est une très bonne définition. Et je voulais savoir, en tout cas, on va passer à la prochaine question parce que vraiment le temps passe tellement vite quand on parle de sujets aussi intéressants. Donc, je pense que vous avez déjà répondu un peu à la question quand on parle un peu du rôle de ces industries dans la société actuelle. On a vu le rôle qu'elles jouent dans l'économie, dans le patrimoine. Mais j'aimerais savoir quel serait l'impact des industries créatives et culturelles. Quel est l'impact et quel serait aussi l'impact dans la création d'emplois en Afrique? Parce que nous savons qu'en général, il s'agit d'un secteur qui est parfois où domine beaucoup l'informel. On connaît beaucoup d'artistes, par exemple, des peintres, des sculpteurs ou des chanteurs. Et en général, on connaît cette industrie beaucoup pour son côté informel. Mais est-ce que réellement les industries créatives et culturelles pourront créer de l'emploi dans le futur ici en Afrique? Je te laisse, Habib, si tu peux nous donner un élément de réponse dessus. Et bien sûr, les autres pourront rebondir. Ouais. Moi, je dirais à l'évidence, il y a un exemple. Aujourd'hui, par exemple, quand on pense à la Corée du Sud, elle a pas le plaisir qu'ont la plupart des pays africains d'avoir tant de richesses en termes de minerais, d'or, de pétrole. Mais aujourd'hui, la Corée du Sud, elle exporte plus que la Russie. Et la seule chose sur laquelle elle a misé, la Corée du Sud, c'est la connaissance et la culture. Donc, ces artistes de K-pop, aujourd'hui, partout dans le monde, naviguent partout dans le monde. Et ça, je pense que ça fait la différence. Dans nos pays africains, le gouvernement qui investira dans la culture, comme on peut investir dans d'autres domaines industriels, il fera la différence. Parce que quand on regarde, par exemple, en France, la musique numéro 1 dans le monde, c'est la musique urbaine. Et par exemple, en France, sur le top des charts, quand on voit, par exemple, on pense à tous les artistes comme Niska, originaire du Congo, Maître Gims, originaire du Congo, Dadju, originaire du Congo, Damsu, originaire du Congo. Tous ces artistes-là, ils puisent dans leur culture, dans leur culture originelle, et avec ça, ils créent une richesse incroyable. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose qui est déclinable à l'infini. Donc oui, miser là-dessus, c'est quelque chose d'incroyable. Et puis après, il y a toutes ces filières. Toutes ces filières, elles nourrissent, pour un artiste qui chante, il y a combien de techniciens, combien de managers, combien de graphistes, combien d'éditeurs, et tout ça aussi, c'est toute une filière professionnelle qui vient créer de la richesse supplémentaire. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, je crois beaucoup en l'afro-électro. Et il y a des artistes fabuleux comme le Tchadien Afrotronics ou comme les Tunisiens Terra Negra, etc. Et chacun
dans un langage commun qui est la musique électro, ils vont puiser dans leurs racines à eux pour faire quelque chose de particulier dans quelque chose qui semble être général. Et c'est intéressant parce que ça nourrit même les interactions. On se dit pas, ah non, moi j'ai mon électro à bois, ça me suffit. Non, on va aller voir ce qui se passe dans le quartier d'à côté, dans le pays d'à côté. Et donc oui, en effet, c'est définitivement miser sur les industries culturelles. C'est forcément un choix gagnant. Je vais rebondir, moi, sur ce que vient de dire, c'est Mohamed. Je vais rebondir sur ce que vient de dire Habib parce que c'est très important. Ce qui est très, très important, c'est aujourd'hui, c'est la production du contenu. La production du contenu joue un rôle moteur dans la croissance économique au niveau africain, mais aussi dans la création d'emplois. Et quand on parle de production de contenu, si on prend l'exemple du secteur sur lequel moi je travaille beaucoup, c'est-à-dire le jeu vidéo, l'animation, dessins animés, réalité virtuelle, le jeu vidéo aujourd'hui est en train d'exploser en Afrique pour une simple bonne raison. Pourquoi? Parce que les jeunes Africains, vous savez qu'aujourd'hui, avec le développement du smartphone, du mobile, on est passé directement, donc on a fait, comme tout le monde le dit, donc ce leapfrog, où aujourd'hui on a plus de 800 millions de personnes qui utilisent le téléphone mobile et le smartphone. Aujourd'hui, sur le smartphone, vous avez 500 millions de joueurs en mobile gaming en Afrique, ce qui est colossal. Le problème, c'est que la plupart des jeux sont téléchargés sur des plateformes étrangères. Et on a aujourd'hui, depuis 4-5 ans, on a vu arriver sur le marché des jeux africains, même un peu avant, mais depuis 4-5 ans, il y a de nombreux studios qui se sont créés. Pourquoi ? Parce que les jeunes Africains ne se reconnaissaient pas dans ces jeux. Ce sont des jeux qui présentent l'Africain, le Noir, l'Arabe, toujours comme quelqu'un qui est le voleur, qui est le traître, le terroriste. Non, la culture africaine, c'est autre chose. Et la génération d'aujourd'hui, qui est une génération totalement digitalisée, qui est une génération innovante, qui fait des choses extraordinaires, a décidé de créer ses propres jeux. Et elle va s'inspirer de sa culture, de son héritage pour créer des jeux. On a vu apparaître, par exemple, au Cameroun, un très beau studio, donc Kiro Games, qui est en train de développer des projets sur la culture africaine. Mais vous avez ça partout en Afrique, au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Tout le monde s'inspire de sa culture. Et ça crée une émulation. Ça crée des studios. Aujourd'hui, on compte à peu près 200 studios en Afrique. C'est très, très important. Pourquoi ? Parce que c'est ce que j'appelle la réappropriation de l'identité culturelle africaine à travers le jeu vidéo. C'est que la jeune génération aujourd'hui, qui est une génération connectée, elle est connectée au monde, elle sait ce qui se passe. Et cette génération n'est pas la génération des parents. Excusez-moi l'expression, elle n'a rien à foutre du colonialisme, elle n'a rien à foutre de tout cela. Elle est dans son monde, elle est déjà dans un monde qui est post-Covid, elle est dans un monde qui est un monde durable, un monde où elle retrouve ses racines, où elle s'invente de nouveaux projets. Et ce qui est marrant, ce que disait Habib tout à l'heure, est très intéressant à propos d'Afrotronics dans la musique. Afrotronics, c'est quoi? Afrotronics s'inspire bien sûr de la culture africaine, mais d'une certaine culture africaine. Il s'inspire de ce qu'on appelle l'afrofuturisme. Et l'afrofuturisme, aujourd'hui, c'est une des tendances très, très importantes dans la créativité africaine. Si on prend l'exemple, par exemple, du film Black Panthers, ça a été une véritable ruée occidentale sur le contenu. Ça veut dire qu'un contenu africain peut marcher au niveau mondial. Et donc, on a eu depuis 4-5 ans des tas de projets sur l'afrofuturisme, des tas de projets de bande dessinée extraordinaires. Et quand vous posez la question à des jeunes, les jeunes Africains vous disent « Pourquoi est-ce que c'est toujours le blanc qui doit sauver le monde ?» Et vous avez un jeu extraordinaire, qui est un jeu qui a été développé au Kenya, ça s'appelle Nairobi X. Et Nairobi X, c'est quoi? C'est une attaque d'extraterrestres sur le Kenya, et ce sont les soldats d'élite kenyans qui vont défendre la terre et le Kenya. Pourquoi les super-héros sont toujours blancs? Pourquoi il n'y a pas de super-héros noirs? Et là, on voit émerger toute une littératie vraiment extraordinaire dans les comics. On a des comics comme, vous savez, les Marvel, en Afrique, au Ghana, au Nigeria, en Afrique du Sud, au Kenya, avec des héros, des super-héros noirs. Et vous les retrouvez ensuite
dans les dessins animés, dans les jeux vidéo. Et le premier dessin animé qui a été développé en Afrique par Netflix, c'est 5 femmes super-héros noirs fabriqués, produits en Afrique. Alors, voilà ce qu'on voit aujourd'hui. Je rebondis rapidement là-dessus, justement avec un de mes partenaires qui est du Mali, et qui lui a initié ça il y a quelques temps. Il a créé le salon du gaming et de la 3D au Mali, qui a eu 2 éditions au Sénégal, qu'on va faire venir, j'espère, en Côte d'Ivoire, et pourquoi pas en Guinée équatoriale et ailleurs. Ah, merci. Donc, ouais, définitivement, il y a... Mais pour te répondre, Oscar, l'exemple type, c'est nous en Tunisie. En Tunisie, moi, je suis actionnaire d'une école qui s'appelle 3D Net Info. Donc, je pense qu'on va passer une petite vidéo. Et cette école, c'est la seule école francophone aujourd'hui qui forme au métier créatif. On a formé 10 000, je dis bien 10 000 jeunes en l'espace d'une dizaine d'années. Et ces 10 000 jeunes, il n'y en a aucun qui est au chômage. On a créé un écosystème avec une 50aine de studios, des studios de jeux vidéo, de dessins animés, d'effets spéciaux. Est-ce que vous savez que le seul studio d'effets spéciaux en Afrique se trouve en Tunisie? On l'a créé, moi je forme des jeunes pour ce studio, et ce studio, vous savez pour qui il travaille? Il a fait le dernier Hunger Games, vous savez, le dernier film Marvel, Endgames. Certains effets spéciaux ont été faits en Tunisie. On a 2 studios, un en Afrique du Sud et un en Tunisie, qui travaillent pour Disney. On a créé plus de 2000 emplois en 3 ans. Donc oui, on peut créer des emplois. Mais oui, on s'en tient. Quand on nous donne la possibilité, on peut faire des choses extraordinaires. En fait, si je peux reprendre un peu la parole. Oui, pardon. Bien sûr. Tu veux? Non, mais c'est pas que je trouve ça. Oui, je trouve ça extrêmement intéressant. Avec le projet de MAM, par exemple, de la Maison de la musique d'Afrique, je pense que aussi, une des vocations de cette maison, justement, c'est autour des métiers de la musique. Donc, je pense que de ton côté, tu serais d'accord que les ICC sont vraiment prometteurs dans ce qui est la création d'emplois en Afrique, non? En fait, oui. Mais pour nous, c'est un pléonasme. Pour nous, c'est évident. D'ailleurs, on se bat pour ça. Parce qu'on en voit l'énorme potentiel. Bien sûr que c'est énormément de, comme le disait Habib, énormément de métiers derrière, mais il y a d'autres métiers, même le tourisme. Madame, si vous entendez ça, on va dans une région parce que justement pour la culture, pour ce qui s'y passera. Bon, et le digital fait le lien de tout cela. Moi, je voudrais arriver sur 2 choses qui me semblent... Parce qu'en fait, je suis complètement d'accord avec tout ce que vous avez dit, donc je n'ai pas besoin de rajouter. C'est plutôt 2 choses qui sont des freins. Parce que vous pouvez avoir quelques personnalités là qui sont un peu dingues, qui ont monté des choses en Tunisie, qui ont monté des choses au Sénégal, et peut-être en Côte d'Ivoire comme je le fais. Enfin, on est bien sûr, on peut tenir peut-être sur 2 ou 3 mains. Bon, simplement, on voit qu'on est confronté à des freins. Des freins, à mon avis, j'en ai au moins 2. Hein. Et qui sont d'ailleurs toujours des freins culturels. Enfin, le premier frein, je pense que c'est le frein du langage. C'est-à-dire que tant qu'on ne sait pas approprier le langage du politique, c'est quand même très compliqué. C'est-à-dire qu'on n'est pas audible. Bon, je l'ai fait énormément. Hein. J'en ai fait. J'ai même été conseiller de ministre, enfin du Premier ministre en France, uniquement pour apprendre le langage. Je voulais comprendre pourquoi ça ne marchait pas. Alors que vous avez tout. C'est-à-dire, c'est un outil de fierté, comme on l'a dit, c'est un outil d'économie, c'est un outil de développement, ça peut même être un outil de conquête. Hein. Les Américains ont compris ça depuis bien longtemps, et d'hégémonie. Mais c'est un outil extraordinaire et qui coûte moins cher que d'autres outils. Bon, mais malgré tout, il faut qu'on passe du temps, un temps de dingue, à arriver à convaincre des investisseurs, à convaincre des politiques que petit à petit, ça peut être bon pour vous. C'est très compliqué. Donc, il y a la question du langage, et puis en fait, d'arriver à créer des projets où les gens, chacun des secteurs dans une société, arrive à se voir dedans. Quand ils se voient, ils disent « Ah oui, c'est bon pour moi, comment ça se fait que ça n'existe pas ?» Or, il y a souvent le problème de langage, il y a d'excellents projets qui ne captent pas l'attention des décideurs. Voilà, je pense qu'il faut réfléchir à ça. La deuxième chose qui est très en lien avec tout cela, c'est la question de la communauté. C'est-à-dire que je trouve que à la fois chez les artistes, je le découvre en Afrique, hein, mais je l'ai vu aussi ailleurs, hein, et c'est pas une critique, c'est une constatation.
c'est que je vois beaucoup d'artistes, beaucoup de producteurs, et chacun travaille seul. Je trouve que les gens ne s'unissent pas, ne font pas les choses ensemble. Et il y a pourtant un potentiel totalement extraordinaire. Je ne le vois pas que dans la culture, hein. Je vois dans des chefs d'entreprise qui pourraient changer le visage d'un pays, par la vertu d'ailleurs, j'espère, mais etc. Or, c'est très compliqué. Je pense que il y a un travail de réflexion, à dire comment on peut travailler ensemble sans que personne se sente dépossédé. Parce que de toute façon, l'objectif ensemble, c'est si on ne crée pas ce point de perspective extraordinaire, ça ne changera pas. Et même si chacun on fait des exploits et on y passe nos vies, parce qu'on y croit fondamentalement. Mais c'est quand même compliqué. Et on devrait 5 ans. Et donc les jeunes, si vous nous entendez, on a besoin de vous. Ouais, bien sûr. Et ça, pardon. Par contre, on va essayer de laisser parler un peu Monica. Justement, oui, juste un moment. Dans le sens où je veux rebondir sur l'intervention de Jean-Philippe qui me paraît aussi très intéressante, dans le sens où nous devons apprendre à communiquer, parce que c'est vrai, bon, c'est vrai que je focalise beaucoup sur le côté des artistes, mais beaucoup de personnes engagées dans le domaine des industries culturelles et créatives, on a l'impression, c'est vrai, qu'elles ont du mal à se faire entendre. C'est mal à se faire entendre et justement pour le rejoindre sur le côté du langage, savoir comment parler pour que les gouvernements aussi puissent nous entendre et pouvoir aider les populations à structurer ce secteur. Comme j'ai commencé en disant que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informels dans ce qui sont les industries créatives et culturelles. En général, beaucoup de gens disent que ah oui, c'est juste un hobby. Alors que c'est vrai qu'il y a de véritables métiers derrière, il y a une véritable implication, un véritable engagement du côté des artistes. Mais j'aimerais savoir, Monica, par exemple, est-ce que tu penses que les ICC pourraient contribuer à dynamiser le secteur du tourisme en Afrique, justement? Bon, c'est une question un peu rhétorique parce que les autres ont déjà répondu un peu à cette question. Mais j'aimerais connaître, toi qui travaille justement dans un niveau institutionnel, comment est-ce que tu vois le dynamisme du tourisme à travers les industries culturelles et créatives? C'est vrai que tous les autres participants ont quand même déjà un peu donné quelques points de réponse. Mais il faut dire que la culture joue quand même un rôle important dans l'attractivité des sites et joue aussi un rôle important dans l'affirmation de leur identité. Ainsi, elle contribue largement aux revenus de ce qui est le secteur touristique en général. Et il faut dire aussi que le tourisme culturel est un segment important et disons même qu'il est reconnu comme un secteur dynamisant dans le secteur général qu'est le tourisme. Pourquoi? Tout simplement parce que la culture en fait est un atout très important à l'heure de promouvoir une destination. Pourquoi? Parce que la culture permet de véhiculer une bonne image de la destination. Elle permet de représenter une meilleure représentation du pays, une meilleure représentation de cette identité. Et donc, c'est vraiment un atout et un appui même quand il s'agit de développement touristique et surtout de la promotion, parce que les gens voyagent pour connaître la culture de l'autre, les gens voyagent pour expérimenter cette culture. Et la culture, en plus, en ce qui concerne le tourisme, et, disons, il fidélise les visiteurs. Donc c'est un atout incroyable, le tourisme. C'est vrai. C'est vrai qu'on peut, et je peux le confirmer vraiment ce que tu dis. C'est vrai que combien de personnes disent bon, ok, on veut, moi, je me souviens que depuis petit, je me disais toujours, je veux aller en Côte d'Ivoire. J'ai jamais été en Côte d'Ivoire. Et juste à cause de la musique, j'étais tellement fan de musique ivoirienne. Et je me disais que bon, j'aimerais aller en Côte d'Ivoire
à la rue Princesse, dont parlait les Magic Systems et tout ça. C'est vrai que oui, les ICC ont cette faculté, en fait, en matière de tourisme, de rendre un pays beaucoup plus attirant. Beaucoup plus attirant, c'est quand on regarde un carnet de voyage, on programme un voyage, c'est vrai qu'on regarde les images, on veut voir justement ce qui se fait dans ce pays au niveau culturel. Et c'est souvent la culture, c'est vrai, qui nous attire premièrement dans ces pays. Justement, sur cette base, j'aimerais savoir, alors, donc comment est-ce qu'on pourrait mettre en place des filières ICC dans la stratégie des gouvernements en général? Par exemple, Mohamed, tu nous disais justement que tu es dans la formation de jeunes oui, dans les filières des ICC. Donc, j'aimerais savoir quelles sont les stratégies que pourraient adopter les gouvernements dans ces filières et quelles seraient en général les étapes pour pouvoir implémenter un peu ce qui sont ces filières. C'est une question un peu plus pour... Ouais. Non, mais c'est très important ce que tu viens de dire parce que, si tu veux, effectivement, si on veut vraiment créer une industrie du contenu, une industrie culturelle en Afrique, la première des choses, et c'est pas Habib et c'est pas Jean-Philippe que je vais dire ça, c'est à un moment ou à un autre, il faut qu'on ait des gens qui soient formés aussi bien à la qualité pour faire des produits de qualité qui puissent être exportables. Et ça, c'est la première chose. Donc, si tu veux, ce qu'on a fait, nous, en Tunisie, il y a maintenant plus d'une dizaine d'années, c'est grâce à une femme qui s'appelle Samia Cheldi qui a créé Netinfo. Et Netinfo a été la première école, c'était la première femme à introduire la 3D en Afrique il y a plus de 20 ans. Et donc, elle a créé Netinfo, et autour de Netinfo, on a créé un écosystème. Donc, si tu veux, on a commencé à travailler sur des métiers de niche qui étaient la 3D, le jeu vidéo, l'animation. Et au fur et à mesure, donc les jeunes qui sont sortis ont été incubés chez nous. Ils ont créé leur studio autour de l'école. On a beaucoup sensibilisé. On a fait venir des experts de l'étranger. Donc, et si tu veux, il y a eu une ébullition qui ont été très importantes. Et l'école s'est ouverte aussi à l'Afrique subsaharienne parce qu'on accueille 15 nationalités. On a, par exemple, nous, un très très beau succès. C'est un studio qui se trouve au Cameroun aujourd'hui, Nokuma, qui est un des meilleurs studios de jeux vidéo. Et les 5 fondateurs ont été formés chez nous. Mais on a plein de jeunes qui ont été formés chez nous, qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont au Sénégal, au Mali. Mais parce que pour former cet écosystème, il faut, comme le disait tout à l'heure Jean-Philippe et Habib, c'est de la foi et de la passion. Et si tu veux, le politique ne comprend pas ça parce que pour lui, le politique, cette industrie est une industrie d'entertainment, c'est une industrie, tu sais, surtout le jeu vidéo, ce n'est pas compris. Il y a quelques années, on disait qu'est-ce que tu veux devenir à un enfant, il te disait je veux devenir pilote ou médecin. Aujourd'hui, tu lui dis qu'est-ce que tu veux devenir, youtubeur ou jeu vidéo. Donc, si tu veux, il y a une nouvelle mentalité, on s'adresse à une nouvelle mentalité. Comment on crée ça? C'est sensibiliser. Et nous, on a réussi, à force de créer des festivals, de ramener des gens de l'étranger, de créer des emplois. On a créé quand même ces dernières années plus de 2000 emplois avec des studios tunisiens. Mais maintenant, depuis 2-3 ans, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce sont des studios étrangers qui s'implantent en Tunisie. Et le studio d'effets spéciaux dont je te parlais tout à l'heure, il est venu s'implanter. Pourquoi? Parce qu'on avait des jeunes talents qui étaient formés. Aujourd'hui, on a plus de 1200 jeunes spécialistes de la 3D en Tunisie, plus que partout en Afrique. Mais Mohamed, est-ce qu'on pourrait voir peut-être quelques images un peu de cette école de 3D? Si vous voulez, donc en même temps, je vais expliquer ce qui est important, parce que tu l'as dit pour le politique. Le politique l'a compris, et le politique aujourd'hui, le ministère de la Culture a même créé un incubateur. On a créé le seul incubateur des industries culturelles africaines en Tunisie. Et c'est le ministère. Et ça, c'est l'une des dernières vidéos sur la réalité augmentée, puisqu'on a été choisi par Facebook. C'est impressionnant. Et donc, tu me dis que tout ça, ça se fait en Tunisie? Oui. Ce sont les jeunes chez nous. Parce que nous sommes un laboratoire de réalité virtuelle pour faire du luxe. Ah oui, c'est assez impressionnant, oui. Par contre, oui, j'aimerais, s'il te plaît, Monica, justement, j'aimerais savoir le niveau de la Guinée équatoriale, vu que tu travailles justement avec le gouvernement de la Guinée équatoriale. Est-ce qu'il y a une stratégie justement qui est mise en place
pour mettre en place des filières, des ICC au niveau du gouvernement. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu au niveau de la Guinée équatoriale comment ça s'organise? À comprendre et à apprendre cette importance qu'ont les industries culturelles et créatives. Dans ce sens, par exemple, en ce qui concerne la Guinée équatoriale, il y a eu une volonté politique avant tout. Pourquoi? Parce qu'avant, il n'existait pas une direction générale en charge des industries culturelles et créatives. Mais aujourd'hui, on a une direction générale qui se charge de ce secteur-là. Et en plus, pour montrer à quel point c'est un secteur qui commence quand même à être reconnu ici et dont la volonté existe de vouloir le développer, durant la 3e conférence économique nationale que nous avons organisée l'année dernière pour un peu actualiser notre plan économique en matière de développement, il a été reconnu et il a été intégré le secteur des industries culturelles et créatives comme un pilier important du développement de la Guinée équatoriale. Donc je pense quand même qu'à ce niveau, on commence à prendre conscience et il y a quand même une volonté de vouloir développer ce secteur-là parce qu'on se rend compte quand même qu'effectivement, ça commence à prendre quand même beaucoup d'ampleur. Parce que comme disait M. Mohamed, oui, aujourd'hui, quand tu demandes à un jeune, qu'est-ce que tu veux faire demain? Oui, effectivement. Ah bah oui, je veux être youtubeur, bien sûr. Je veux être chanteur. Ou encore, je veux être architecte. Enfin, de ceux qui dessinent en 3D. Donc c'est quand même, on commence à prendre conscience, mais le gouvernement aussi commence à prendre conscience de l'importance de ce secteur-là. Si je peux rajouter... Jean-Philippe, oui, je vais donner la parole justement, parce que bon, là sur la base de ton expérience, je pense que voilà, que tu as pu voir un peu le développement de ces industries un peu à travers le monde. Et justement, j'aimerais savoir, est-ce qu'il existe des étapes justement pour pouvoir mettre en place réellement ces filières des ICC? Par où est-ce qu'on devrait commencer au niveau institutionnel? Quelles sont les étapes qui viennent avant les autres? Est-ce que tu pourrais nous donner un peu, partager un peu? En fait, oui, c'est absolument, avec plaisir. Enfin, c'est intéressant parce que de nous entendre tous séparément, si on peut faire des ponts, hein. C'est-à-dire qu'en fait, ce que dit Madame, je n'ai plus votre nom en tête, mais ce que vous dites est formidable parce que ça illustre en fait ce qui est en train de se passer de façon relativement planétaire. C'est qu'on est en train de se dire au XXIe siècle, hein, ah mais mon Dieu, mais la culture, bon sang, c'est pas idiot. Et c'est intéressant parce que c'est en train d'émerger. Mais pour moi, et comme je pense tous mes compagnons, ça fait probablement 25 ou 30 ans qu'on passe notre temps à plaider là-dessus. Donc c'est assez émouvant. Et si on prend la France, par exemple, aujourd'hui, dans les ambassades de France, vous avez des responsables des ICC. Ah bon? Ensuite, vous avez l'AFD, l'Agence française de développement, qui a dégagé des sommes importantes pour pouvoir financer des projets dans la culture, ou dans les ICC. Hein, c'est intéressant, c'est fou. C'est touchant. Donc je sais qu'il y a beaucoup de directeurs de l'AFD, justement, qui m'ont appelé dès que ça a été officiel, tellement je les avais emmerdés pendant tant d'années. Et là, ils m'ont dit, mais en fait, de quoi s'agit-il? Et ensuite, donc c'est intéressant. Mais tout ça, c'est intéressant, mais on crée des structures ou des pôles de réflexion pour se dire, ah, on va se pencher là-dessus, mais comme le disait, je pense que vous connaissez, Obama, disait l'Afrique ne manque pas de talent. Elle manque d'infrastructures. On peut pas vraiment dire, oh, on va s'y mettre, sans se dire, ah, faut quand même regarder qu'est-ce qu'il y a comme infrastructure. Alors là, c'est formidable parce que tout d'un coup, on voit que Mohamed a lancé une infrastructure extraordinaire. Bon, et ensuite, on voit par exemple, j'essaie de le faire en Côte d'Ivoire, mais on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment d'institution, par exemple, pour faire en sorte que les contenus sortent avec de la qualité, il ne s'agit pas de dire uniquement identitaire, il faut aussi donner les moyens pour que tout ça puisse se structurer, se construire, pouvoir être diffusé, soutenu, distribué, etc., de façon indépendante, etc. Et que ça crée un modèle et que les gens puissent en vivre, et de ce fait-là, une industrie se crée. Donc en fait, tout devrait être tout à fait, comment dirais-je, fait de concert. Il faudrait que tout fonctionne ensemble. Parce qu'aujourd'hui, moi, je connais beaucoup des gens qui ont beaucoup d'argent dans beaucoup de grandes structures qui disent « Ah, on a beaucoup d'argent, mais on ne sait pas à qui le donner parce qu'il n'y a pas de projet structuré. » C'est important, hein.
Et donc, il faut regarder les choses de façon très globale et évidemment très particulière. Merci beaucoup. Donc, oui, vraiment, le sujet est tellement passionnant et on n'a pas vu le temps passer. Il nous reste vraiment il nous reste peu de temps. Donc, j'aimerais, s'il vous plaît, bon, ce sera peut-être la dernière intervention de chacun d'entre vous. Donc, Habib, j'aimerais que tu puisses nous parler un peu de comment est-ce qu'au Sénégal, pour le cas du Sénégal, tu nous as parlé, par exemple, tu nous as parlé de l'exemple, on a de grands exemples au Sénégal, comme Youssou N'Dour, tu nous as parlé. Par exemple, et ce sont des personnes qui, je pense, qu'ils ont une voix au niveau du gouvernement. Est-ce qu'il y a une mise en place de filières ECC au Sénégal? Ça, c'est pour la première question. Et tu pourras enchaîner directement sur la dernière question que j'aimerais poser à chacun d'entre vous. Ça a à voir un peu avec les contenus locaux. Les contenus locaux, qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui veut se dédier à la création de contenu ici en Afrique? Voilà, donc cette dernière question, elle est pour tout le monde. Mais avant ça, si Habib peut nous faire une petite description de la situation au Sénégal et la mise en place des filières ICC. En fait, le Sénégal, il fait partie des pays avec la Côte d'Ivoire et pas mal d'autres qui ont une offre de concert très dynamique. Il y a régulièrement des shows. De toute façon, la musique est imprégnée dans la culture, évidemment. Mais c'est vrai que d'avoir des étendards et des capitaines comme Youssou N'Dour pour le Sénégal, mais il y a Salif Keïta ou Ali Farka Touré pour le Mali, il y a Kofi Olomide ou pour le Congo, et dans chaque pays, on peut trouver par exemple, l'hégémonie dans la pop urbaine internationale qu'est le Nigeria avec le Naija aujourd'hui, elle s'est nourrie de l'impact des stars nigériennes, de la star nigérienne que tout le monde connaît, Fela Kuti. Et c'est vrai que tout ça, voilà, c'est ça. Et généralement, ça vient des quartiers comme les rues Princesse, etc. C'est de là qu'émergent des artistes talentueux, comme Feu Arafat pour la Côte d'Ivoire, comme au Bénin, Toufan. Mais si jamais un État, l'État qui se dira, qui investira dans les infrastructures, parce que ça, l'investissement dans des infrastructures, c'est ou le domaine privé ou les États ensemble fera la différence, parce que ça manque de concerts, ça manque de salles de concert, ça manque de salles de répétition, en effet de lieux où tout le monde peut se rassembler. Il y a des acteurs du privé qui font des très belles choses, hein. Au Burkina Faso, il y a Alif qui fait le Reba, qui est une sorte de petit midem pour tout ce qui est industrie culturelle. Au Congo, il y a Philo aussi qui fait un très bel événement, et il y en a d'autres aussi. Le manager de Youssou N'Dour a initié l'année dernière un rassemblement comme ça aussi sur tout ça, sur les industries culturelles. Et toutes ces rencontres, comme celui dans lequel on est en train d'échanger là, c'est des choses qui sont extrêmement importantes, parce que ça nourrit les vocations, ça fait parler des projets, des éléments, et voilà que tout d'un coup, découvrir ce que fait Jean-Philippe et se dire « Ah bah oui, mais ça aussi, il y a des raisons de le faire dans notre territoire », et voilà. Donc ça oui. Oui, merci beaucoup Habib. Et qu'est-ce que tu dirais en 10 secondes, qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui se dit que je veux me lancer dans la création de contenu local parce que j'aimerais pouvoir me reconnaître dans tout ce qui se crée aujourd'hui au niveau de la culture. Et donc, quel serait le conseil que tu donnerais à un jeune qui te le dirait? Donc, bon, qui a été coupé. En attendant qu'on récupère la connexion avec Habib. Je peux répondre à ce que disait Habib? Est-ce que oui, en même temps, comme ça, tu peux donner cette intervention oui, le conseil. En répondant à la question Tamir aussi. Oui, c'est ça. Et très très rapidement. C'est que, en fait, il faut que je vous parle un peu de la MAM, la Maison des musiques d'Afrique. Parce que, en fait, c'est une concentration sur un territoire de ce qu'on peut appeler les synergies économiques. C'est-à-dire comment, en rassemblant tous les métiers de la musique, on peut créer des synergies qui créent vraiment une économie. Et qui fait qu'on peut se rendre compte que tout d'un coup, en fait, ça gagne de l'argent.
Et que quand je vais investir dans ce projet, je vais gagner de l'argent. Parce que si vous ne le faites pas, ça ne marchera pas. Personne ne va s'y mettre. Donc il faut faire cette preuve. C'est un peu l'idée. Mais c'est la concentration, j'ai dit en 3 mots, c'est de faire sur un même terrain une salle de 3200 places, la plus grande salle africaine, avec des caméras, avec tout ce que vous voulez, une autre salle de 500 places, une autre salle extérieure, un espace extérieur jusqu'à 35 000 personnes. Tout est bien sûr sécurisé, tout est partout. Ensuite, vous avez des studios de télévision, radio, vidéo, 2400 mètres carrés de coworking. Vous avez également une scène qui est sur l'eau avec des concerts, il y a des restaurants, etc. Il y a de l'habitation. Il y a un très gros pôle qui se fera autour de tous les réseaux sociaux, de la communication, qui sera vraiment un vrai service pour chaque personne, chaque producteur, chaque artiste qui veut venir mettre en valeur ses contenus. Et donc ce sera une bataille de contenu, parce que moi je suis persuadé que le contenu c'est la richesse. Et pour finir sur les c'est tu crées du contenu, il faut bien que tu te rendes compte que c'est la richesse d'aujourd'hui et la richesse de demain. C'est celle d'hier, hein, mais c'est celle qui va être demain énorme. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà 2000 écrans en Afrique. Il y en a beaucoup plus dans le reste du monde. Et ces écrans ont besoin de projeter des contenus, et non pas de contenus de qualité qui proviennent du continent. Ça va exploser. Le jour où ça va exploser, ça va être fou. Donc, par exemple, sur l'édition, sur le copyright, sur les droits qui seront perçus par les artistes, etc., nous, on mettra un très très gros pôle là-dessus pour faire en sorte que une fois que tous ces contenus ont été créés, ils soient diffusés partout dans le monde et qu'ils soient monétisés, comme on dit, pour qu'il y ait un juste retour vers les artistes africains. C'est vraiment intéressant. Et je te laisserai en disant waouh encore une fois. Donc, oui. Oui, je vais compléter parce que c'est important. Alors, pour revenir un peu à la question concernant les jeunes, il faut que les jeunes croient plus en eux. Et pour croire plus en eux, il faut qu'ils soient, parce que les jeunes ont beaucoup d'idées, ont beaucoup d'imagination, beaucoup d'innovation, ils ont besoin simplement d'être encadrés, d'avoir une méthodologie. Et c'est ce que nous proposons. Et c'est pour ça que cette semaine, on a organisé avec un réseau que nous avons créé qui s'appelle 3D for Africa, qui est l'un des plus grands réseaux et le premier réseau de contenu numérique africain, qui regroupe 7 pays. Et on sait que très rapidement, on va être une quinzaine, et j'espère que la Guinée équatoriale va se joindre à nous. Notre objectif, c'était, on a fait ça, là, on était 7 pays cette semaine, on a reçu 700 jeunes inscrits pour suivre une formation en 3D avec Autodesk, et ils vont avoir des certifications. Et l'objectif, c'était qu'au bout de la formation du 4e jour, ils soient capables d'utiliser le logiciel et de créer quelque chose. Et la thématique, c'était donc une thématique sur le Covid. Et moi, je vous invite à regarder sur le site, je vous enverrai donc Africa in Colors, les projets qui ont été proposés par la jeunesse africaine. C'est incroyable. Même les grands experts internationaux n'en revenaient pas de cette créativité africaine. Donc, moi, j'espère que vous allez nous rejoindre dans 3D for Africa. Ce que je vais vous dire également, c'est que moi, je suis un adepte du contenu et je défends le contenu africain. La semaine prochaine, cette semaine, pardon, le 2 juillet, on va organiser avec Africa in Colors. Je vous invite à suivre sur LinkedIn, donc mon nom. Il y a déjà des posts. On va faire avec les plus grands spécialistes des métiers, des industries créatives, une conférence, un webinaire spécialisé sur les métiers de la créativité. Et pour tous les jeunes guinéo-équatoriens, les jeunes guinéo-équatoriennes qui s'intéressent aux jeux vidéo, on va organiser le premier concours virtuel de e-sport où 10 pays africains vont se mesurer de manière amicale sur le e-sport, et ça sera le 9 juillet, et ça sera sur Africa in Colors, la plateforme qu'on a créée avec un ami, donc Raoul, qui était là samedi dernier, donc avec l'objectif de mettre en valeur les cultures africaines. Donc le 9 juillet, toute information sur les jeux vidéo en Afrique, et nous avons invité les plus grands spécialistes africains du Moyen-Orient du jeu vidéo. Donc le contenu, il existe, il a besoin simplement d'être encadré, et c'est pour ça que je lance avec plusieurs pays africains, et j'espère que la Guinée se joindra à nous, une plateforme de e-learning pour former les jeunes Africains, donc à la 3D, aux jeux vidéo, à l'animation.
Voilà. En tout cas, j'espère que la communauté gamers du Tech Campus, parce que le Tech Campus aussi a une communauté gamers, est en train de suivre cela. Et alors, notez bien. Joindre au concours, voilà, notez ils bien ont qu'à le envoyer 9 un juillet. message à travers Farid, avec Farid qui envoie un message avec Raoul en disant qu'ils veulent participer. Ils seront les bienvenus à cette compétition. Donc, on a noté le 9 juillet. Donc voilà, les champions gamers de la communauté Tech Campus. Notez cette date, 9 juillet. Il y a déjà 10 pays qui vont participer dans une compétition amicale de e-sport. Ce sera la première compétition virtuelle sur Switch. D'accord. Merci beaucoup. Donc, Monica, s'il te plaît, est-ce que... Moi, c'est très simple, hein, très rapide. Hein. Juste conseiller aux jeunes locaux de s'inscrire au Tech Campus parce qu'ici, ils donnent aussi l'opportunité de se former et de mettre en relief toute sa créativité. Donc, le Tech Campus. Merci beaucoup Monica. Et c'est vrai que bon, le Tech Campus a aussi justement pour vocation de créer cet écosystème dans ce qui est les métiers du jeu vidéo. Mais à part le jeu vidéo, on a pu voir naître à travers le Tech Campus des communautés de designers, des communautés de créateurs de contenu. On a vraiment été impressionnés par tous ces talents qu'on a pu voir au travers de la jeunesse. Je pense que Habib, est-ce qu'on a pu récupérer Habib pour le dernier mot? Si ce n'est pas le cas, en tout cas, je voudrais sincèrement vous remercier à tous, Mohamed, Jean-Philippe, Monica, vraiment pour votre implication, pour le partage. Parce que c'est vraiment l'essence même du Tech Campus aussi, et je pense que c'est l'essence pour le futur de l'Afrique, le partage d'expériences, le partage de connaissances, comme le disait aussi si bien Jean-Philippe, pouvoir faire des choses tous ensemble. Et de tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, j'espère que ce n'est pas tombé dans l'oreille des sourds et que nous pourrons voir des résultats dans les prochaines années. En tout cas, ça a été un honneur pour nous de pouvoir vous recevoir. Monica, vraiment merci pour ton temps. Je sais que vous avez un emploi du temps très chargé et d'avoir pris ton temps pour venir assister à la Speak Zone du Tech Campus. Merci Jean-Philippe, merci Mohamed. Merci Habib, même s'il ne nous entend pas, mais je l'écrirai. Et merci à tous, merci à toute l'audience, vous qui nous regardez à travers la Web TV. Et on se dit à bientôt. Ne manquez surtout pas, jeudi prochain, le 2 juillet, nous avons un talk show dans la Speak Zone du Tech Campus avec Olivier Madiba, le créateur des studios Kiro Games, aussi sur le même sujet. Voilà. D'accord, merci beaucoup. On doit rendre l'antenne et j'espère qu'on aura l'occasion de vous voir au Tech Campus 2021. Et là, je m'adresse surtout à vous. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Allez. Au revoir à tous.